Et si la mort servait le nouveau et même la vie? Bonjour à tous. Nous abordons ce mois-ci comment créer un monde nouveau. Mais la chose indispensable pour révéler le nouveau, c'est d'accepter la mort de l'ancien. Bien sûr, ça peut sembler couler de source de façon théorique, mais dans l'application, c'est beaucoup moins évident. Prenons le temps de nous questionner sur ce qu'est la mort. La mort est la désidentification avec une forme, ou on pourrait dire un détachement vis-à-vis de celle-ci. Elle peut être soit subie, dans le sens où l'on cherche à résister, à garder notre attachement à la forme en question, ou soit accompagnée dans un lâcher-prise ou abandon confiant, soutenu et inspiré par le nouveau qui cherche à émerger. Mais au fait, de quelle forme parlons-nous? Eh bien d'une multitude de formes. Dans nos vies, nous mourrons de nombreuses fois. Tout cela avant le grand saut soi-disant final, mais même ce grand saut n'est qu'une étape d'un nouveau processus. Je m'explique. À chaque fois que nous passons à une nouvelle phase de notre développement de conscience, nous mourrons à l'ancienne. Par exemple, en passant de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, à chaque fois notre identification évolue et notre manière d'être aussi. Une fois adulte, nous ne nous comportons plus comme quand nous étions enfants. Le moteur de nos actions n'est plus le même. Normalement, nous ne faisons plus de caprices quand les choses ne vont pas dans le sens que l'on souhaiterait. La rébellion de l'adolescence vis-à-vis de l'autorité laisse place une fois adulte à la prise en main de nos responsabilités. Notre engagement envers la vie s'accroît et tout cela est justement possible grâce aux enseignements tirés des expériences que nous avons vécues depuis l'enfance. Et c'est à chaque fois que nous nous désidentifions du connu, de ce que nous avons déjà bien éprouvé, et que nous acceptons la fin d'un cycle, que nous pouvons en tirer les réels bénéfices. En quelque sorte, nous récoltons les fruits de l'expérience. Et tout cela nous soutient dans les prochaines étapes. Au cours de nos vies, on peut s'identifier aussi à des relations, à son couple, à son travail, ou encore à des traits de caractère datant de notre jeunesse. Impulsivité, timidité ou légèreté, et bien d'autres encore. Mais si on se représente de la même façon qu'il y a 10 ou 20 ans, là c'est peut-être signe qu'il est temps que ça bouge. Chacune de ces étapes est l'occasion de s'inscrire dans un processus évolutif. Mais si on reste bloqué sur une de ces phases, par confort, ou surtout pour éviter la remise en question, notre évolution va stagner pendant un certain temps. Heureusement, le temps faisant son œuvre, aidé par les propositions de la vie et ses épreuves, nous remettons forcément en route. Et si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera dans la prochaine. Tout cela est basé sur une loi essentielle de l'évolution de la conscience, que l'on peut appeler la loi de mort-renaissance. Elle soutient le processus de réincarnation, mais aussi tous les stades de nos vies où nous lâchons les limitations du connu, bien sûr quand elles sont prêtes à être dépassées, pour ensuite embrasser l'inexploré, basé sur de nouvelles valeurs perçues, prêtes à être expérimentées. Pour cela, la mort nous permet de nous libérer de nos vieux carcans, de nos vieilles peurs, de nos mécanismes dépassés, on pourrait même dire de toutes les formes plus adaptées à notre conscience. Voyons brièvement comment cela se déroule quand l'âme cherche à s'incarner. Tout d'abord, l'âme va chercher à se construire un outil pour expérimenter et interagir dans la manifestation. Et cet outil, c'est nous. Dans les écrits ésotériques, il est expliqué que cette construction commence par le corps mental, puis émotionnel et éthérique. Ces trois corps sont alors qualifiés en fonction des 3 atomes permanents, mémoire de l'évolution de ceux-ci dans la vie précédente. Et finalement, le corps physique, le dernier à apparaître grâce aux parents, sera lui le réceptacle et l'aspect le plus dense et visible. Donc on se retrouve à chaque incarnation avec le véhicule le plus adapté pour cheminer, en fonction de là où nous en sommes, pour apprendre les leçons qui nous sont destinées et pour remplir notre mission. Mais avec le temps et notre évolution, le véhicule de notre âme devient dépassé, limité dans son expérimentation. Nos 3 corps sont limités dans leur développement par la nature même de leur matière initiale. C'est pourquoi la mort permet à notre âme de se libérer de sa forme pour en construire une nouvelle, au moment venu d'une prochaine incarnation, bonifiée de l'évolution réalisée lors de la dernière vie. La qualité de la matière de nos corps
évoluent en fonction de la finesse et de la subtilité de ceux-ci, et tout cela se travaille lors d'incarnation. Prenons pour imager tout cela une analogie, celle de la voiture. Les premières voitures ont été inventées fin du 19e siècle. C'était une innovation, donnant une vision de liberté pour leurs futurs propriétaires. Au début, la vitesse n'était pas folle. 22 km/h pour la voiture présentée à l'exposition universelle de Paris en 1889. Mais avec le temps et les différentes générations, ce qui était prodigieux au début devient obsolète. Au fur et à mesure de l'évolution de l'automobile, la vitesse, l'autonomie, le confort et même la sécurité se développèrent de plus en plus. Et pour donner forme à leurs rêves, les ingénieurs durent dépasser des limites techniques, inventer de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. La dernière génération étant toujours le tremplin pour la suivante. Et il est évident que cette évolution n'aurait pu être possible si chaque ingénieur n'avait pas su remettre en question les réussites du passé, tout en s'appuyant dessus pour créer le nouveau. Et tout cela nous a fait changer notre rapport à la distance. Il devient possible de découvrir la France et les Français des différentes régions. Sans en avoir l'air, la voiture démocratisée permet d'une certaine façon d'unir un peu plus les Français. Mais maintenant, il est temps de s'interroger sur la pertinence de la voiture individuelle et puis sur l'énergie qu'elle utilise. On voit bien que la réflexion est en route et même qu'une certaine forme de mutation commence à s'amorcer. Pour revenir à nos vies, quand une leçon a été prise ou qu'une expérience touche à sa fin, il est temps de lâcher la forme qui nous a permis de la réaliser, pour passer à une nouvelle basée sur des valeurs d'avenir. C'est un processus double. Quand nous ressentons l'appel du nouveau, il y a besoin, et parfois même envie, mais pas toujours, de se libérer de l'ancien. Et nous devons nous interroger sur les valeurs et principes qui seront les fondations de cette nouvelle créativité. Un piège ou un écueil est que nous avons tendance, si nous ne sommes pas vigilants, à créer du nouveau que de façon formelle. On change l'apparence, mais le fond reste le même. Alors, c'est un classique dans les relations de couple. Après une séparation, on peut croire expérimenter de nouveau en changeant de partenaire, mais si notre comportement n'a pas évolué, le résultat sera le même. Les mêmes types de problématiques apparaîtront. Dans le travail, c'est la même chose. Si on change d'entreprise ou même de domaine d'activité, sans changer d'état d'esprit, les résultats sont identiques. Par exemple, une personne qui a un très fort besoin d'être reconnue pourra avoir tendance à en faire plus que ses collègues et finira par se sentir lésée parce qu'on lui en demande toujours plus. Si elle change de travail sans modifier son comportement, le même problème réapparaîtra. Quelque part, elle envoie comme information qu'elle est corvéable à merci, comme si elle-même ne voyait pas sa propre valeur, ses qualités, et donc pour compenser, elle mise sur la quantité de travail effectué. Une créativité nouvelle pour cette personne serait, dans son prochain travail, de mettre en avant la qualité de ce qu'elle apporte pour l'entreprise. Elle sortirait de la comparaison et du toujours plus pour proposer sa spécificité et les qualités qu'elle pourrait apporter. Et là, la difficulté est de changer d'identification. Passer de la personne hyperactive, efficace, mais qui s'oublie, à une personne qualifiée faisant au mieux son travail dans le respect de celui-ci et d'elle aussi. Elle passerait d'une vision du travail concurrentielle à une vision plus complémentaire, où chacun enrichit l'entreprise par sa singularité. Pour construire un monde nouveau, c'est la même chose. Nous devons remettre en question les fondations de celui-ci. On le voit bien au niveau national, avec la succession de nombreux gouvernements. La forme change, on change de parti politique, de président ou de premier ministre, mais fondamentalement, c'est plus ou moins toujours la même chose. Le point central reste l'économie avec sa croissance. La motivation est de pouvoir en tirer toujours plus, et ça, à chaque niveau. On voit cela dans la politique, mais aussi souvent dans le monde de l'entreprise, ou même parfois dans la famille. Celles et ceux qui ont un peu de pouvoir veulent en tirer le plus de bénéfices personnels, et souvent au détriment des autres. Si nous souhaitons donc créer un monde nouveau, nous devons affirmer, vivre d'autres valeurs, et pas que de façon théorique. Pour participer à l'avènement de ce nouveau monde, nous devons nous transformer, ou plutôt transmuter nos énergies, tout cela pour devenir des échantillons et même des semences
d'un nouvel état de conscience. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Après avoir eu une créativité personnelle basée sur nos envies, nos goûts, nos croyances, nous pouvons essayer une créativité basée sur l'ensemble, les justes relations, dans une idée de collaboration et même de don de soi, si nous pouvons aller jusque-là. Mais comment être dans le don de soi si nous sommes toujours identifiés à nos peurs? Comment œuvrer à la collaboration si nous avons toujours besoin de plus de reconnaissance et donc de nous mettre en avant? On peut sincèrement être de bonne volonté, de vouloir soutenir de belles valeurs, mais notre plus grand frein, inconscient, est souvent nos vieilles habitudes. On pourrait même dire nos vieilles protections, qui nous empêchent d'oser le nouveau. Une fois de plus, on le voit bien dans le monde de façon globale. Notre système économique va droit à sa perte, en bénéficiant à une minorité au passage, mais nous sommes toujours incapables pour le moment de changer ce modèle. L'écran de fumée de la croissance rassure beaucoup d'entre nous, mais c'est cette recherche immodérée qui nous conduit vers notre perte. Heureusement, on peut aussi dans le même temps, même si c'est encore que de façon minoritaire, constater que des personnes sont prêtes à s'investir pour créer de nouveaux modèles. De nombreuses expérimentations sont en cours. Pour revenir à cette étape individualiste et matérialiste, elle sera abandonnée quand une majorité de consciences seront prêtes à vivre l'essentiel. Cela suit le mouvement de l'involution et de l'évolution. Le premier temps permet de construire son individualité, ses qualités personnelles, et le second invite à les offrir à l'ensemble. C'est simplifié, mais ça montre bien un peu le principe. Dans beaucoup de voies, nous pouvons voir ce mécanisme d'accumulation puis de dépouillement. Tout cela menant à la découverte de l'essentiel. Prenons l'exemple des arts martiaux. Il y a tout un temps où l'accent est mis sur l'accumulation de techniques, de force physique, puis à un certain niveau d'expérience, on recherchera la juste intention, la pureté du geste, et pour cela, il faut éliminer tout superflu. L'ego, l'individualité deviennent de plus en plus transparents et la connexion au tout, à l'ensemble, devient le point focal. Et de façon étonnante, cette voie mène vers l'innocuité. On peut voir ça aussi dans l'art. Par exemple, un artiste peintre et philosophe chinois, Shi Tao, a développé un style pictural en cherchant à exprimer l'unité et la complexité du monde en un seul trait de pinceau. Et aussi chez les sages philosophes, qui après avoir passé beaucoup de temps à débattre, ils emploient le verbe avec mesure. Ils s'efforcent de trouver les mots justes qui suscitent la réflexion chez leur interlocuteur, comme dans la maïotique de Socrate. L'essentiel étant de conduire l'interlocuteur à découvrir sa propre sagesse. Alors, sommes-nous prêts à nous détacher du superflu et à nous atteler à cette quête d'essentialité? Si nous souhaitons participer à l'avènement du monde nouveau, nous devons nous interroger sur les valeurs essentielles qui doivent être à la base de ce nouveau monde. Nous devons apprendre à les appliquer dans nos propres vies, autant que faire se peut, et avec toute l'indulgence envers nous-mêmes quand nous n'y arrivons pas. Comme toute construction, c'est progressif, avec parfois des malfaçons, qui demandent quelques reprises, mais c'est ok, ça fait partie du processus. Recherchons aussi nos vieux mécanismes qui ont besoin d'être réactualisés ou voire même des fois abandonnés. Enfin, pour construire le nouveau, nous avons besoin d'avoir un objectif, une vision, et l'enthousiasme peut être notre boussole. D'ailleurs, l'étymologie de l'enthousiasme peut être traduite par « vivre en Dieu », comme si lorsque nous faisons un avec une parcelle du divin, cette énergie dynamique et élévatrice nous traverse. Alors, recherchons et cultivons avec persévérance ce qui nous enthousiasme, et que cela soit la base d'un nouveau monde. Voilà, nous terminons sur cette note d'enthousiasme et nous vous souhaitons une belle créativité au service de l'ensemble. Merci à tous et au mois prochain avec comme thème les passeurs d'énergie. À bientôt!